Et notre vocation, en fait, elle est vraiment de changer la donne pour les 3 millions d'enfants pauvres dans notre pays. Et pour ça, on a un mode d'action en fait, qui est très particulier. On a mentoré, par l'intermédiaire de plusieurs associations partenaires, 700 jeunes qui sont aujourd'hui en fait, sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Je pense qu'il y aura un avant et un après Donald Trump, surtout sur sa dernière élection. Bonjour Valérie. Bonjour Julien. Comment ça va déjà ? Ça va très bien, merci. Formidable. Merci de m'inviter. Grand plaisir, bienvenue dans ce studio qui est plutôt sympathique. C'est très sympa, C'est sympa. très impressionnant. On l'a mis un peu à nos couleurs. Je suis ravi de cette matinée avec toi. Super, on va passer un petit peu de temps ensemble. Donc là, l'idée de ce podcast, c'est de parler un peu de toi déjà, de ton association évidemment, de ton actualité, l'actualité de l'asso, et évidemment de l'engagement d'une manière générale, vu que c'est parole d'engagé. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en une phrase ? Oui, donc je suis la directrice générale et cofondatrice de Break Poverty Foundation, une association qui lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. D'accord. Et alors concrètement, ton association, si tu pouvais nous l'expliquer en quelques minutes, qu'est-ce que fait Break Poverty ? Alors en quelques minutes, ça va être compliqué, mais notre vocation, en fait, elle est vraiment de changer la donne pour les 3 millions d'enfants pauvres dans notre pays. Et pour ça, on a un mode d'action en fait, qui est très particulier. Il part en fait du constat qu'aujourd'hui, il existe un très fort déterminisme social en France. Concrètement, un enfant qui grandit dans un environnement défavorisé en France a toutes les chances de devenir un adulte pauvre, mais ses enfants aussi, ses petits-enfants aussi, ses arrière-petits-enfants aussi, et cela sur 6 générations. Il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse atteindre le revenu médian de la France, ce qui place la France à l'avant-dernier pays de l'OCDE en matière de déterminisme social. Le seul pays qui est derrière nous, c'est la Hongrie. Eh bien, la volonté en fait, de Break Poverty, c'est d'abord de comprendre pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant d'inégalités et pourquoi notre pays cultive autant ces inégalités ? Et en fait, on veut comprendre les causes de ce déterminisme social pour ensuite mieux les combattre. Et donc, notre mode d'action, il est très particulier et il se veut ce qu'on appelle systémique. C'est-à-dire que notre volonté, c'est vraiment de pouvoir en fait changer les politiques publiques, changer les lois pour faire en sorte qu'on accompagne mieux ces enfants défavorisés. Et donc pour ça, on commence par la recherche. Donc on fait pas mal de travaux de recherche sur les causes de ce déterminisme social, depuis la petite enfance jusqu'à l'accès au premier emploi de ces jeunes. À partir de la compréhension de ces causes, on va identifier des programmes, des pistes d'action qui sont porteuses d'impact et qui pourrait changer la donne pour ces jeunes les plus défavorisés. Et en fait, ces projets, on va les tester. On va les tester avec des associations qui sont opératrices et qu'on va financer. Et l'objectif, en fait, de ces tests, ça va être de prouver, en fait, que ces opérations sont porteuses d'un impact significatif pour les jeunes les plus défavorisés. Et on va mesurer ça de manière assez scientifique, systématiquement avec des laboratoires de recherche. Et à partir de cette mesure d'impact, ensuite, on va aller faire du plaidoyer auprès de nos députés, de nos sénateurs, de nos membres du gouvernement, pour pouvoir en fait changer les lois, changer les politiques publiques et faire en sorte que ces recommandations qu'on a pu imaginer et qu'on a pu concevoir puissent bénéficier en fait aux 3 millions d'enfants pauvres et puissent se transformer en politique publique. Donc notre métier, finalement, il est assez divers. Il s'agit en fait pour nous d'abord de faire des études pour comprendre les causes du déterminisme social, de concevoir des projets innovants pour pouvoir mieux attaquer les causes de ce déterminisme, d'en mesurer l'impact pour pouvoir en fait prouver que ce sont des solutions efficaces et ensuite d'aller faire du plaidoyer, une stratégie d'influence auprès de l'État pour que ça devienne finalement une politique publique au service de tous les enfants pauvres de notre pays. D'accord. Très, très complet. Est-ce que tu as un exemple un peu d'action que vous avez pu mener avec des résultats, d'un impact ? Oui, alors concrètement, une des premières études que nous avions réalisées était sur la question du décrochage scolaire des jeunes. Aujourd'hui, on réalise qu'en France, en fait, on pourrait quasiment en fait faire un algorithme prédictif du risque de décrochage d'un jeune, c'est-à-dire que en fonction en fait de la profession de son père, du niveau de diplôme de sa mère, de son lieu de résidence, on sait pouvoir estimer le risque de décrochage de ce jeune. Donc on a analysé les causes profondes de ce décrochage et on a essayé de comprendre en fait à partir de ce profil un peu type des jeunes qui décrochent, comment mieux les accompagner. Et une conviction en fait que l'on s'est faite assez rapidement et que l'on a testé en rencontrant plusieurs structures, notamment aux États-Unis, c'est que le mentorat est une forme très riche d'accompagnement pour ces jeunes. Ça permet en fait de les accompagner dans leur quotidien, dans leur scolarité, dans leur insertion professionnelle, dans leur projection dans l'avenir.
Et donc, on a déjà beaucoup plaidé auprès de l'État pour qu'il constitue ce qui est devenu aujourd'hui en fait le collectif mentorat. Et puis ensuite, on a réalisé en fait que ce mentorat, qui est une vraie solution pour les jeunes les plus vulnérables, bénéficie aujourd'hui très peu aux jeunes qui sont sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on a fait un test. On a mentoré par l'intermédiaire de plusieurs associations partenaires 700 jeunes qui sont aujourd'hui en fait sous la protection de l'aide sociale à l'enfance en France. Et on a mesuré l'impact de ce mentorat auprès de ces jeunes. Et on a vu que l'impact était très significatif. C'est-à-dire que sur un certain nombre de critères, que ce soit en fait leur confiance en eux, leurs résultats scolaires, leur santé, leur capacité à créer des liens avec les autres, eh bien le mentorat permettait en fait une vraie progression pour ces jeunes. Eh bien à partir en fait de cette mesure d'impact, on a rencontré à l'époque Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État à la protection de l'enfance, pour lui dire qu'il fallait absolument légiférer pour que le mentorat puisse bénéficier à tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Il se trouve qu'à ce moment-là, il était en train d'écrire une loi qui est devenue la loi Taquet depuis, et on lui a proposé un amendement dans cette loi pour rendre obligatoire le mentorat des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et c'est le cas aujourd'hui puisque la loi a été adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale, et que maintenant on est en train d'accompagner la mise en œuvre de cette loi pour que tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance puissent bénéficier d'un mentor à partir de l'âge de 11 ans. C'est formidable. Alors, moi, le mentorat, en plus, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'accompagne aussi des jeunes entrepreneurs à la création de leur entreprise. Et effectivement, on voit vachement que le mentorat aussi, c'est donner un exemple et ça aussi montrer aux autres que c'est possible. En vrai. Exactement. Et c'est formidable, en tout cas, comme accompagnement. Et c'est à la fois riche pour la personne qui est mentorée, mais c'est extrêmement riche aussi pour le mentor parce que j'ai toujours plaisir à dire qu'on donne plein de conseils en qualité de mentor et surtout des conseils qu'on ne s'applique pas. Donc voilà. Ça, c'est vrai. Et c'est hyper... Moi, je trouve que, en tout cas, c'est une méthodologie en plus de lien social qui est extraordinaire et ça permet vraiment de montrer encore une fois l'exemple comme quoi c'est possible. Quoi. Mais c'est un lien entre les générations, c'est un lien entre les communautés, c'est un lien en fait entre différents milieux sociaux et c'est vrai en fait que ça apporte énormément aux jeunes mentorés, mais ça apporte énormément aux jeunes mentors. Nous on mobilise beaucoup de salariés d'entreprise pour qu'ils participent en fait à cette coalition. On a lancé une grande alliance au service du développement du mentorat des jeunes de l'ASE et quand on écoute en fait ces salariés, ils nous disent qu'effectivement c'est une expérience extrêmement riche en fait et ils en tirent probablement autant en fait que les jeunes. Donc c'est vraiment win-win, donc il faut vraiment y aller. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus je trouve que c'est assez galvanisant de voir les gens qui s'engagent parce qu'il y a plein de gens pour lesquels au début ils ont un petit peu peur et les voir s'engager et quand ils ont mis le pied dedans. Ouais. Après, en général, c'est hyper fluide et ils sont très contents de le faire. Enfin, moi, Exactement. j'aime beaucoup cette révélation aussi de l'engagement pour le coup dans le mentorat. Et ce qui est important à avoir en tête, en fait, c'est que souvent, notamment lorsqu'on essaie de mobiliser effectivement des personnes pour être mentor, souvent ils nous disent non, mais je pense pas que j'aurai les compétences, j'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau d'éducation, le niveau de diplôme en fait suffisant pour le faire. En fait, pas du tout. D'abord, c'est ouvert à tout le monde. Nous, on mobilise des collaborateurs de Vinci, en fait, donc qui sont plutôt issus en fait du milieu de la construction pour pouvoir en fait accompagner des jeunes. D'abord parce qu'en fait, s'il n'y a pas trop d'écart, même en termes de diplôme entre le jeune et celui qui va le mentorer, finalement, ça crée aussi une relation de proximité. Et puis en fait, il n'y a pas de leçons et il n'y a pas en fait de règles pour être mentor. Ce qu'il faut, c'est simplement d'abord beaucoup d'humanité. De générosité, d'engagement pour vouloir effectivement transmettre ce qu'on a ou ce qu'on peut apporter en fait à ce jeune. Et ça, c'est vraiment offert à tous. Donc, c'est vraiment important de dire que n'importe qui peut être mentor, un étudiant, un salarié, un jeune retraité. Et dans tous les cas, je suis absolument convaincu que les mentors peuvent apporter beaucoup en fait à ces jeunes. Et moi, j'ai remarqué en plus que sur vraiment cette notion de mentorat, en vrai, le mentor, il apporte presque moins de la technique, plus du coaching en vrai, parce que moi je sais que j'accompagne encore une fois des jeunes entrepreneurs. Leur problématique, c'est leur solitude. Donc on parle finalement de leurs sentiments, de leur appréciation de l'événement. Enfin, c'est plutôt ça finalement qu'on rentre dans un échange, plus que finalement qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on fait pour trouver du chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Exactement. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Si c'est pas uniquement sur la compétence pure technique, c'est pas que du savoir-faire finalement qu'on va transmettre, c'est beaucoup de savoir-être aussi. Exactement. En fait, c'est pas un petit cours et nous on le dit ça pour les jeunes qu'on accompagne. Le mentor, il n'est pas là
là pour faire du soutien scolaire. Quand on fait effectivement du mentorat pour des futurs entrepreneurs, on n'est pas en train de leur apprendre en fait les règles de l'entrepreneuriat. En fait, c'est vraiment une relation interpersonnelle. C'est donner de la confiance, c'est rassurer, c'est galvaniser, c'est ouvrir les chakras quand on en a besoin. En fait, c'est vraiment en fait finalement plutôt une relation humaine. C'est vraiment apporter en fait ce que le jeune n'a pas dans son réseau et qui va lui permettre de lui donner confiance en l'avenir. Donc nous, on est absolument convaincus en fait de l'apport d'un mentor pour les jeunes et notamment les plus défavorisés. Donc on se bat beaucoup pour le généraliser. Bon, super. Et alors toi, ton quotidien aujourd'hui en qualité de directrice générale, c'est ça, de Break Poverty, quel est ton quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Voilà, mes journées sont toutes très différentes. Donc d'abord, j'ai une équipe aujourd'hui de 23 collaborateurs qui sont donc en charge de ces différents sujets que je t'ai présentés tout à l'heure. Donc une équipe en charge de l'innovation, une équipe en charge des programmes, une équipe en charge du développement, de la communication et la notoriété, une équipe également en charge de la gestion de l'organisation. Donc en fait, j'accompagne aujourd'hui toutes ces équipes dans leur quotidien, dans la réalisation de notre mission sociale et de nos actions. Moi, particulièrement, je suis aussi beaucoup investi sur la question du plaidoyer. Donc, je rencontre vraiment beaucoup de décisionnaires, de décideurs, de parlementaires, de membres du gouvernement pour pouvoir en fait partager avec eux les fruits de nos réflexions, nos convictions en matière de programme et puis préparer avec eux nos intentions en matière législative. Donc ça, c'est une grande partie de mon quotidien. En plus, effectivement, et ça, c'est un sujet que tu connais bien, collecter de l'argent parce que notre mission sociale, elle est exigeante. Elle demande les meilleurs professionnels, les plus grandes ressources pour pouvoir en fait atteindre notre objectif. À nouveau, notre mission, c'est vraiment accompagner 3 millions d'enfants pauvres dans notre pays. Donc les enjeux sont immenses. Le champ d'action, il est très très large et on a une ambition assez dingue. Et donc pour cela, on a besoin de moyens. Et c'est aussi une grosse partie de mon quotidien. Oui, complètement. En plus, un objet social qui est pas forcément connu, qui est pas forcément facile en vrai à expliquer. Ouais. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est une particularité quand même de Break Poverty. Donc on y reviendra. En plus de porter un nom anglais. Mais je crois que c'est un choix, il me semble. On en reviendra aussi si tu veux. Moi, j'ai une petite question aussi vis-à-vis de toi. C'est on va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a fait, en vrai, que tu t'es engagé, toi, dans le domaine associatif? Qu'est-ce qui t'a amené dans les associations? C'est une bonne question. A priori, rien de naturel au départ, puisque moi j'ai une formation plutôt généraliste. En fait, j'ai fait Dauphine et Sciences Po. Ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie. Après, j'ai travaillé dans une banque américaine comme responsable du développement. Donc, absolument rien à voir en fait avec ce secteur. Je pense qu'à l'origine, déjà, je suis issu d'un milieu pas forcément très favorisé. J'ai grandi en fait dans les Yvelines. J'étais au lycée à Trappes. Donc voilà, j'ai plutôt connu en fait un environnement en fait pas forcément très très privilégié, mais j'ai eu une chance extraordinaire, c'est celle en fait d'avoir été aimée par des parents en fait qui pour ma sœur et moi, j'ai une sœur jumelle, n'avaient qu'un objectif en fait, c'était leur réussite scolaire. Mes deux parents en fait n'ont pas eu la chance de poursuivre des études, ils ont dû partir de l'école en fait très tôt et en fait leur seul objectif c'était de faire en sorte que ma sœur et moi en fait puissions réussir à l'école et qu'on n'ait pas finalement à subir ce qu'ils avaient eu à subir en fait dans leur enfance. Donc ils nous ont beaucoup poussé en fait à bien travailler et à réussir. Et puis je pense qu'en fait finalement cet héritage il est toujours resté ancré en moi et donc j'ai fait ce parcours un peu classique de conseiller en strat, d'aller travailler dans le monde privé. Et en fait, au moment où j'étais enceinte de mon premier enfant, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps à le gagner? Est-ce que j'ai pas envie, en fait, de donner un autre sens à ma carrière et de peut-être construire quelque chose dans lequel je me retrouverais plus? Et j'avais toujours eu un peu d'engagement associatif, mais finalement, ça ne me satisfaisait pas. Et puis, et je voulais avoir 2 enfants très rapprochés parce que j'ai trouvé ça super d'avoir une sœur jumelle. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, je vais profiter, en fait, de ce temps entre mes 2 enfants, j'en voulais 2, pour pouvoir en fait voir ce que je pouvais apporter au monde associatif. Et après avoir frappé à plusieurs portes, en fait, j'ai été accueillie par le Secours populaire pour être responsable des partenariats pour financer tout leur projet de solidarité internationale. Et là, j'ai vu finalement que ma connaissance du monde de l'entreprise pouvait apporter quelque chose d'assez significatif au monde associatif, puis dans une très grosse organisation qui est le Secours populaire. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai vu que j'avais pas mal de choses à apporter. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Donc d'abord, j'ai donné naissance à ma fille. Et très rapidement
après, en fait, j'ai été embauchée par Action contre la faim pour développer les partenariats entreprises. Ensuite, j'ai pris la direction de la communication et du développement. Ensuite, j'ai pris la direction générale d'ACF Développement. J'ai ouvert des bureaux pour Action contre la faim dans plusieurs pays du monde. Et je n'ai depuis plus cessé mon parcours dans le monde de la solidarité. Ok, donc nous on s'est connus, tu travaillais chez Action contre la faim. Exactement. Donc ça c'était je pense que c'était une aventure extraordinaire, Action contre la faim. En plus tu as vu vraiment une évolution assez importante dans l'association. Tu es rentré dans une association qui était quand même extrêmement connue, Action contre la faim. Je pense que tout le monde connaît, rien que le nom de toute façon parle pour tout le monde. Là tu as choisi au bout d'un moment finalement de partir dans une autre association. Et tu as eu avoir à faire, je pense, un choix fort parce qu'effectivement, c'était la création en plus de Break Poverty. Si je me... Ouais, je l'ai créé, c'est un sacré pari que tu as pu faire de partir effectivement d'une association très connue justement à une asso où on part de zéro. Enfin, moi, je me souviens qu'on s'est vu dans un bureau où vous étiez deux, Denis Metzger et toi. C'était même un appartement, si je me souviens bien. On a commencé on était vraiment très tôt avec des ordinateurs sur nos tréteaux. Complètement, quoi. Et donc, voilà, qu'est-ce qui a motivé ce choix de passer finalement d'une organisation très établie, avec des process, avec quelque chose qui roule quand même plutôt pas trop mal, à ça, qui est une difficulté, je suppose, monstre. Le premier jour, tu t'assois à ton bureau et tu dis, bon... On y va. Non, c'est une bonne question. En fait, je crois que c'est aussi dans ce domaine-là que je me sens à l'aise. En fait, moi, j'aime beaucoup développer des choses nouvelles et entreprendre. En fait, quand j'ai rejoint en fait Action contre la faim, c'était une petite équipe malgré tout à la collecte de fonds, collecté 20 millions d'euros. Quand j'en suis parti, en fait, 4 ans après, on était à 40 millions d'euros. Donc, j'avais vraiment envie en fait de développer et de participer à ce développement. Et en fait, l'entrepreneuriat a commencé non pas en France, mais à l'international, puisque en fait, j'ai ouvert les bureaux d'Action contre la faim en Allemagne et en Italie. Et donc, de la même manière, en fait, on était parti complètement d'une feuille blanche dans des pays en fait, où Action contre la faim n'était absolument pas connue. Et en fait, dans ces pays, j'ai commencé par la rédaction des statuts de l'association, recruter le premier DG et monter toute l'organisation. Donc j'avais déjà vécu finalement en fait, cette expérience d'entrepreneuriat à l'international. Et en fait, la création de Break Poverty, c'est plutôt d'abord le résultat d'une rencontre avec Denis Metzger qui m'accompagne depuis plusieurs années en fait. Qui était président d'Action contre la faim. Il était président d'Action contre la faim. Donc quand j'ai ouvert les bureaux d'Action contre la faim en Allemagne et en Italie, lui était président international d'Action contre la faim. Donc il a suivi en fait et il m'a accompagné dans ce parcours pendant plusieurs années. Il a vu ce qu'on écrivait ensemble et ça fonctionnait plutôt bien. Et puis Denis est un homme très engagé. C'était un des cofondateurs d'Action contre la faim. Il a co-créé plusieurs associations. Et puis, il avait une certaine frustration et on partageait cette frustration à la fin de notre parcours chez Action contre la faim qui était finalement c'était au moment où il y avait des grosses vagues de migrants en fait, vers la France et on était assez frustrés finalement de la réponse qu'Action contre la faim apportait à ce moment-là. Alors d'ailleurs, depuis, en fait, ils ont beaucoup développé leurs opérations en fait, en France. Mais on avait un petit peu cette frustration de quelle réponse aujourd'hui on peut apporter dans notre pays aux questions en fait de pauvreté. Donc il m'en parlait depuis longtemps en me disant écoute Valérie, franchement ça fait des années qu'on s'engage sur la pauvreté et sur la question de la malnutrition dans le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des enjeux auxquels on ne répond pas en France. Je vois des taux de pauvreté qui me semblent assez hallucinants et donc moi j'ai envie de créer quelque chose en fait qui réponde aux enjeux de la précarité en France et j'ai envie de retrouver aussi ce qui lui avait plu en fait chez Action contre la faim à l'origine, c'est-à-dire une capacité à prendre des risques, une capacité à concevoir, à innover et à développer en fait des solutions nouvelles, ce qui a fait la spécificité d'Action contre la faim, puisque c'est la première association qui a créé un protocole en fait de renutrition pour les enfants sévèrement malnutris. Et cette association ACF est devenue très institutionnelle, soutenue avec des grands bailleurs internationaux, donc avec une moindre capacité finalement à prendre ces risques, à concevoir ou à innover. Et en fait, Denis avait envie de retrouver ça, et moi aussi. Et donc, alors au début, je me souviens, il me dit, écoute, j'ai envie de créer une association en fait sur la question de la pauvreté en France. Et je lui ai dit, écoute, Denis, franchement, je pense que la pauvreté n'a pas attendu Valérie Daher et Denis Metzger. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce sujet-là ?
Et donc, on a pris le temps de le faire correctement. Ouais. Et quand on a créé en fait cette organisation, on a passé en fait presque 6 mois à faire une étude stratégique de ce qu'est la pauvreté en France pour pouvoir définir notre champ d'action. Donc, ça a pris un petit peu de temps, mais aujourd'hui, en fait, on est assez clair sur notre mission sociale et sur notre stratégie. Qui est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai un souvenir de Denis, on lui passe le bonjour d'ailleurs, parce que moi, je l'ai vu on s'est connus dans le cadre de la collecte de fonds en face à face, et moi, je l'ai vu aller dans la rue, recruter des donateurs en costard-cravate, et surtout, je me souviens, j'étais avec lui, on a trouvé une donatrice charmante qui lui a offert une sucette à la fin quand elle est devenue donatrice, et j'ai vu Denis quelquefois Denis fait un miracle perdu avec sa sucette en plein milieu de Montparnasse. C'est un souvenir quand même, je crois, qui est gravé en mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Et il donne beaucoup de sa personne, effectivement. Ouais, mais j'avais énormément apprécié parce que c'est un des rares présidents d'association que j'ai vu descendre, mettre la veste et d'aller à la rencontre du public et faire ce travail de recruteur-donateur. Il est très engagé. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment important. Enfin, pour moi, c'est essentiel. On va certainement en parler, mais ce métier de recruteur de donateur, c'est probablement des plus difficiles, en fait. D'abord, parce que les conditions de travail ne sont pas forcément évidentes, mais il faut savoir, en fait, résumer très vite la mission sociale et l'objectif d'une association et convaincre très vite. Et je pense qu'en fait, il faut le vivre pour réaliser la difficulté de ce métier et pour finalement comprendre un petit peu le quotidien des équipes. Pour nous, c'est hyper stratégique puisque en fait, aujourd'hui, la quasi-totalité de nos donateurs sont des donateurs qu'on a recrutés en fait, sur ces campagnes de face à face, dans la rue, en site privé ou en porte-à-porte. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre en fait, les difficultés de ce métier et du coup de pouvoir saluer l'engagement de ceux qui le font. Complètement. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui en plus qui permet vraiment de vulgariser le travail des associations, ce qui n'est pas facile, parce que beaucoup d'assos ont du mal à parler d'elles. C'est normal quand tu es imprégné aussi. Il y a aussi une question de langage aussi, parce que le langage très technique. Voilà. Et le côté technique, forcément, le grand public ne parle pas tout le temps. Et effectivement, le recruteur donateur a cette capacité de vulgarisation, et c'est ce qui fait aussi que on a un impact vraiment important dans l'engagement des jeunes, parce que aussi l'avantage du recrutement de recruter donateurs en face à face, c'est d'engager des jeunes, ce qui est quand même assez compliqué parce que quand on voit les pyramides de donateurs et surtout réguliers, elles sont plutôt âgées. Et c'est vrai que c'est un canal qui rajeunit énormément en tout cas et qui engage notre population dans le domaine associatif. Donc c'est un très beau vecteur, c'est sûr. Et c'est pas que de la collecte de fonds, en fait, c'est aussi effectivement beaucoup de sensibilisation. C'est-à-dire que nous, on a vraiment beaucoup de discussions sur le sujet et on sait qu'à chaque fois que des recruteurs en fait, sont dans la rue et portent nos couleurs, eh bien, ils contribuent en fait, à diffuser notre message, à diffuser notre combat, à mobiliser en fait, le grand public sur cette question des inégalités, de cette reproduction en fait, des inégalités trop bien installées en France. Et donc, au-delà même de l'enjeu de collecte de fonds, c'est aussi un enjeu de sensibilisation et de mobilisation du grand public. Donc, oui, puis je trouve que ça fait vraiment surtout en ce moment on est quand même dans un air de temps un petit peu tendu les uns envers les autres. C'est compliqué, et je trouve que ça crée vraiment ce lien social aussi. Et puis ça met des actions sur des personnes qui ont envie de s'engager, des personnes qui ont envie de faire quelque chose, qui ne savent pas forcément quoi faire, qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans des associations, de me donner du temps de bénévolat. Pour le coup, ils font leur pierre à l'édifice d'une manière en soutenant les associations de manière financière et aussi en donnant la voix à l'association. Comme tu dis, la tienne par exemple en a besoin pour aller faire du plaidoyer. Donc mobiliser aussi nos citoyens autour de se positionner par rapport aux grands enjeux sociétaux mais aussi humanitaires. Et je trouve qu'effectivement c'est ce qui fait que recruteur donateur c'est difficile, mais c'est certainement pour moi en tout cas un des plus beaux métiers du monde, forcément. J'en suis assez convaincu. Ok, parfait. Et alors j'ai vu que tu avais d'autres engagements aussi, tu avais d'autres mandats. J'ai cru voir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu dans d'autres associations Eh bien, j'essaye d'apporter en fait ma contribution à chaque fois que c'est nécessaire et où je pense qu'il y a des enjeux en fait importants à apporter. Alors, je suis notamment au conseil d'administration de l'IDAF, l'Institut des dirigeants des associations et fondations, qui est une structure en fait qui fédère un peu toutes les personnes comme moi qui dirigent des associations et des fondations. C'est un job hyper solitaire en fait d'être DG d'assos ou de fondation parce que ça ressemble à entrepreneur, non? Ça ressemble à entrepreneur et c'est vrai que finalement ce sont des jobs où on n'a pas forcément beaucoup l'occasion d'échanger avec ses pairs et bien l'IDAF en fait a cet objectif-là de permettre en fait à ses dirigeants d'échanger entre eux. Également en fait de travailler sur la reconnaissance de ce métier. Moi franchement je n'en peux plus d'arriver à un dîner et qu'on me demande ce que je fais et je dis je dirige une association qui travaille sur les enjeux de pauvreté en France et là d'avoir
au mieux un silence poli et au pire un truc du genre ah oui t'es bénévole et ton mari gagne très bien sa vie. Est-ce que tu arrives à gagner ta vie? On me pose aussi la question assez régulièrement. Voire pire, j'ai eu une fois en fait ah oui t'es payé mais ça veut dire que tu prends l'argent des donateurs. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de reconnaissance de ce métier qui est un métier en fait hyper exigeant. Je pense que franchement en matière d'entrepreneuriat et là vraiment je parle en connaissance de cause, c'est probablement un des trucs les pires parce que nous on vend pas de produits, on vend pas de services. En fait ce qui nous porte, c'est notre conviction, notre volonté d'engagement, notre volonté de transformer la donne pour 3 millions d'enfants pauvres. Et en fait, il faut qu'on convainque un maximum de personnes de nous soutenir. Et c'est ça qui va nous permettre en fait, de mettre en place nos programmes et de mobiliser des ressources. Donc, c'est compliqué de faire ça parce qu'en plus, on n'a pas les mêmes moyens en fait, que n'importe quel chef d'entreprise qui, quand en fait, son entreprise grandit, va pouvoir investir en marketing, va pouvoir investir dans un système d'information performant, va pouvoir investir dans des RH, dans des structures, dans un directeur financier. Et bien souvent, en fait, le directeur général d'une association, il est DRH, directeur financier, il répare l'ordinateur quand il faut le réparer au début parce qu'il n'a personne pour le faire. Et en plus, il n'a pas vraiment les moyens de pouvoir s'entourer de beaucoup de services support parce qu'on le regarde beaucoup sur ses frais de fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est un job qui est dur et l'IDAF, en fait, a aussi pour objectif d'améliorer la reconnaissance de ce métier et puis de faire en sorte qu'il soit, donc, au-delà d'être mieux reconnu, que les associations et les fondations soient mieux accompagnées par l'État. Donc il y a aussi un vrai travail de plaidoyer. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir m'engager aussi sur ce sujet-là pour que l'ensemble des associations et des fondations en France puissent être mieux soutenus, mieux accompagnés par l'État, qu'on n'attaque pas très régulièrement à chaque fois qu'il faut trouver des économies dans le projet de loi de finances, eh bien les avantages fiscaux au mécénat, ou qu'on dise que le mécénat ou le don c'est un bouclier fiscal. Non, le donateur d'abord il donne de l'argent avant de récupérer une toute petite partie, enfin une partie de cet argent sous forme d'avantages fiscaux, mais il sacrifie déjà une part de son argent. Donc voilà, ce sont des sujets qui pour moi sont très très importants. Donc je m'engage en fait au sein de l'IDAF à ce titre-là. Je suis aussi au conseil d'administration de la Fondation Vinci pour la Cité, qui s'engage beaucoup sur les jeunes, autour des jeunes de nos quartiers, donc qui nous accompagne d'ailleurs aussi d'un point de vue mécénat, pour pouvoir en fait mieux accompagner les jeunes défavorisés qui vivent dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville. Voilà, j'essaye en fait du côté des entreprises, du côté des fédérations professionnelles, comme du côté de ma propre structure en fait, de mieux soutenir ce monde associatif et puis surtout en fait de mieux soutenir les jeunes les plus défavorisés de notre pays. Ah, je rebondis sur l'IDAF. Moi, effectivement, je trouve qu'on est je trouve que c'est très franco-français en vrai. On est dans un secteur associatif, on est très regardé sur les dépenses, sur comment c'est fait. Alors, ce qui est normal dans le sens où une partie, en tout cas, des financements des associations vient de la générosité du grand public. Mais derrière, je trouve que ça empêche en vrai une évolution de ces associations et peut-être même une professionnalisation de ces associations. Parce que si tu dois faire des petits salaires, forcément, tu ne vas pas attirer les plus grands talents. Alors, les gens, au bout d'un moment, ils viennent parce que c'est une association humanitaire. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi qu'ils gagnent un peu leur vie. Et quand on voit que... Moi, je sais que j'avais un dirigeant d'association qui m'avait parlé de son salaire. En vrai, il était dans le privé, il en gagnerait à peu près 7 à 10 fois plus, quoi. Donc, c'est vraiment un choix important. Mais c'est ce qui fait que le monde associatif a de la chance quand il tombe sur un talent qui s'engage. Et forcément, ça limite l'action. L'action est forcément peut-être moins efficace. Et puis, ça prend plus de temps. Moi, j'ai déjà vu des services entiers d'associations remplis de stagiaires ou d'alternants qui changeaient tous les 6 mois. Mais c'est la vie d'un grand nombre. Voilà, et c'est quand même dommage parce qu'effectivement, tu as besoin de stabilité. Moi, je gère des femmes et des hommes. On a quand même dans des services, on a besoin de stabilité, on a besoin de gens qui soient capables de transmettre le savoir-faire. Et c'est sûr que c'est compliqué quand tu as ton staff qui change tous les 3 mois ou tous les 6 mois, quoi. Donc, exactement. Non, mais ça, c'est vraiment le quotidien en fait, d'une association et tu le décris très bien. Et il y a un grand monsieur de la philanthropie américain qui dit un truc que je trouve tellement vrai. En français, ça donne ne regardez pas la taille de mes frais de fonctionnement, regardez la taille de mes rêves. Et en fait, ce qui est assez dingue, et tout à l'heure on parlait de l'entrepreneuriat, c'est que lorsque tu regardes et lorsque des entreprises de venture capital en fait regardent des nouvelles pousses, des entreprises en fait qui veulent se créer, en gros ce qu'on regarde en fait c'est leur capacité de recherche et de développement, leur capacité en fait d'investissement, leur marketing. On les regarde en fait sur tous les outils qu'ils vont mettre au service en fait de leur projet. Le monde caritatif c'est exactement l'inverse. Plus tu investis en recherche et développement, plus tu investis en marketing, plus on te dit mais c'est quoi tous ces frais en fait qui
ne servent pas directement la mission sociale. Et en fait, c'est fou parce qu'effectivement, ça limite complètement les capacités d'investissement en fait, des associations et leur capacité en fait, à changer le monde. C'est-à-dire que si à un moment, et en plus ces histoires, elles s'expliquent. Alors clairement, ce serait choquant qu'une association passe son temps ou dépense structurellement 50% de sa collecte en fait, dans des frais de fonctionnement, et ça je le comprends. Mais en fait, mettre en place un plan d'investissement sur 2 ou 3 ans pour créer en fait une solution nouvelle au service d'enjeux sociétaux majeurs, c'est pas du tout choquant. Ou même investir pendant 2 ou 3 ans en marketing pour pouvoir avoir une base de données significative de donateurs qui va vous permettre derrière d'avoir finalement une capacité d'investissement pendant 10 ans, parce qu'on sait que ces donateurs, chaque année, ils vont nous donner en moyenne 200 et 250 euros parce qu'on leur a su les fidéliser. Eh bien ça, c'est plutôt une pratique de bonne gestion, mais qui finalement n'est pas du tout vue comme telle dans le monde associatif. Donc il y a une espèce de... Enfin, vraiment, c'est... Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que je l'ai vécu souvent dans des conseils d'administration. En fait, il y a souvent des chefs d'entreprise dans les conseils d'administration des associations. Et souvent, je me dis, mais en fait, c'est comme s'ils laissaient leur cravate et leur veste à l'entrée du CA. Et quand ils rentrent dans le conseil d'administration, ils deviennent des personnes nouvelles. Et moi, notamment, je l'avais vécu quand j'étais chez Action contre la faim et que je dirigeais la communication et le développement. Quand je présentais nos investissements en com et en développement, tout le monde nous disait, mais ce sont des sommes considérables. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Enfin, dans leur même entreprise, en fait, je suis sûr qu'ils investissent des sommes considérables dans le marketing et qu'ils savent que c'est absolument essentiel pour développer en fait leur entreprise et développer leurs produits ou leurs services. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu schizophrène qui fait qu'on ne regarde pas en fait l'entrepreneuriat social de la même manière que l'entrepreneuriat classique pour vendre des produits ou des services. Et tu trouves pas qu'il y a c'est un peu... Enfin moi, je sais pas si tu partages mon idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'héritage de French Doctor, ce truc-là. Tu sais, du côté du... à partir du moment où... Porter mon sac de riz en fait sur la plage en Somalie. Et puis je vais récupérer 10 balles de ma tante, et ces 10 balles-là doivent absolument aller pour aller ramener... alors, c'est évidemment, il y a besoin, que ce soit d'accord. Si t'as 99% de frais de fonctionnement, ça commence à devenir... Mais après aussi, moi, je suis très critique auprès des frais de fonctionnement parce que je pense que chaque association est différente. Si tu as une association qui est... qui a des établissements, par exemple, une asso de proximité qui a des établissements, forcément les frais de fonctionnement sont bien plus élevés qu'une asso qui va financer des assos locales ou ce genre de choses. Donc je pense que la présentation en plus des fonds de frais de fonctionnement est différente en fonction de chaque association, de son objet social, tout à fait, de sa répartition, peut-être un peu de son comptable aussi, j'en sais rien. Et puis les missions évoluent, c'est-à-dire que si tu prends l'exemple des French Doctors et de MSF ou Médecins sans frontières ou d'Action contre la faim, il y a 40 ans, lutter contre la malnutrition, c'était effectivement intervenir dans des urgences. On a en tête la famine en Éthiopie, où tu arrives avec des sacs de riz, tu distribues ça et tu interviens sur l'urgence. Aujourd'hui, lutter contre la malnutrition dans un grand nombre de pays, c'est mettre en place des protocoles de renutrition qui sont hyper professionnels et qui sont pas du tout portés par des humanitaires qui viennent de l'étranger et qui débarquent dans le pays. Mais en fait, le but des équipes aujourd'hui, par exemple d'Action contre la faim ou de MSF, c'est de former en fait des médecins, des infirmières, donc les services de santé d'un pays pour bien dépister en fait la malnutrition et mieux la dépister, et ensuite faire en sorte que ces équipes soient à même de la prendre en charge et bénéficient en fait des protocoles de renutrition qui sont nécessaires. Donc ce métier en fait, il nécessite des compétences qui sont pointues. Donc aujourd'hui en fait, Action contre la faim, ils ont besoin d'infirmières, de nutritionnistes, de médecins pour pouvoir faire ce job. Et ça coûte cher et ce sont des frais RH. Et donc, c'est important aussi d'avoir en tête que les métiers, quelque part, ils évoluent. Et si on revient en fait au cas de Break Poverty Foundation, aujourd'hui, notre ambition, tu l'as compris, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment d'aller concevoir en fait des solutions qui n'existent pas et qu'on veut mettre en place à grande échelle pour pouvoir lutter contre la reproduction des inégalités dans notre pays. Et bien pour ça, il faut passer beaucoup de temps à faire des études. Là, moi, j'ai notre direction en charge de l'innovation qui va sortir et d'ailleurs qui va être publié bientôt une étude en fait sur la question de la voie professionnelle. Pourquoi est-ce que cette voie professionnelle aujourd'hui elle est aussi peu insérante? Eh bien, pour comprendre ça, il faut passer plusieurs mois à rencontrer des experts. Il faut aller voir des jeunes qui sont dans les lycées pro. Il faut aller voir des profs pour comprendre en fait les difficultés du système. Ensuite, il faut aller regarder un benchmark à l'international pour voir ce qui se passe un peu partout dans le monde, pour voir quelles sont les bonnes solutions. Et après ça, on aboutit à une série de recommandations.
concrètement, en fait, ce job, c'est presque 1 an de travail. C'est un budget, en fait, de l'ordre de 150 000 euros. Ça, c'est hyper dur à financer. Et ça nécessite, en fait, des ressources qui sont structurellement non affectées. C'est-à-dire que des donateurs nous ont donné, sans nous dire, je veux que ce soit sur ça, ça, ça et ça. Et c'est ça qui nous permet de faire notre métier, parce que grâce à ces recommandations, aujourd'hui, on est en train de faire du plaidoyer auprès de l'État et on va, en fait, porter des nouveaux programmes qui permettront de changer la donne pour ces jeunes dans la voie professionnelle. Ok. Avant juste de passer à la grande question, une dernière petite question assez rapide. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez choisi Break Poverty Foundation, donc en anglais. Ouais. Pourquoi ce choix ? Alors, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu, et d'ailleurs Denis aussi, l'horreur d'exporter une marque française à l'international. Et tu vois, j'ai bossé pour Action contre la faim pendant plus de 10 ans. Et je me souviens, mais vraiment, de me promener partout dans le monde en parlant de Action contre la faim. Donc, je traduisais à chaque fois. Et en fait, les gens ne comprenaient rien. Enfin, c'était vraiment... c'est compliqué. Et alors, d'abord, quand on a créé Break Poverty, on avait l'objectif de travailler sur la question de la pauvreté en France, mais on n'excluait pas le fait d'aller à l'international. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, comme je te l'ai dit, on fait beaucoup... on va étudier les modèles étrangers. On va aller regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde pour s'en inspirer, parce que les solutions, elles n'existent pas forcément en France. Et on apprend beaucoup de choses, en fait, des expériences internationales. Par exemple, sur la petite enfance, les expériences danoises sont hyper intéressantes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va faire du benchmark, ou lorsqu'on parle, en fait, à des représentants d'assos internationales ou des dirigeants internationaux, c'est quand même plus simple de le faire avec Break Poverty plutôt qu'avec Casser la pauvreté. Casser la pauvreté, c'est sûr. On passe à la grande question. Ok. Alors, je voulais partager un chiffre avec toi, à savoir qu'un enfant d'ouvrier a 4 fois moins de chances de devenir cadre qu'un enfant de cadre. On a parlé de l'ascenseur social tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut dire que l'ascenseur social, il fonctionne ? Oui, il ne fonctionne pas du tout. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que ça fonctionne ? Alors, je pourrais vraiment parler des heures de ce sujet-là, mais tout commence déjà dans la petite enfance. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête, parce que lorsqu'on parle au grand public de la pauvreté des enfants et des jeunes, ils nous disent, en fait, ils n'ont qu'à réussir à l'école, ou ils n'ont qu'à bosser un peu plus, et s'ils étaient moins feignants, ils seraient probablement moins pauvres. Donc on a quand même toujours ces idées reçues, en fait, sur la pauvreté. Il faut savoir, en fait, que les stigmates de la pauvreté, les enfants les portent déjà très jeune. Un enfant qui grandit dans un environnement défavorisé, à l'âge de 3 ans, il maîtrise en moyenne 50% de mots de vocabulaire en moins qu'un enfant qui a grandi dans un environnement favorisé. Alors tu vas me dire, on s'en fout, il a toute sa vie, en fait, pour récupérer ce retard de vocabulaire. Mais en fait, ce retard de vocabulaire, il traduit simplement le fait que cet enfant, il était moins stimulé, et donc, en fait, son retard, son cerveau va se développer moins vite qu'un autre. Et donc, concrètement, souvent je donne cette image, mais si tu prends le cerveau, en fait, comme une gare de triage, eh bien, en fait, un enfant qui va grandir dans un environnement défavorisé, il va avoir moins de rails, en fait, pour traiter l'information. C'est-à-dire que son activité neuronale, déjà, elle va être moins développée. Il va subir des retards de développement uniquement liés, en fait, à l'environnement dans lequel il a grandi. Et là, on jette pas du tout la faute, en fait, aux parents, mais aujourd'hui, concrètement, le quotidien de parents qui sont défavorisés, eh bien, c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente pour avoir un toit sur sa tête. C'est une lutte permanente pour pouvoir, en fait, donner un repas équilibré à ses enfants. En France, 350 000 familles ont un revenu à la fin du mois qui est insuffisant pour pouvoir nourrir et prendre soin de leurs enfants, en fait, en bas âge, entre 0 et 3 ans. Donc ce sont des mamans qui, par exemple, vont mettre des couches à leurs enfants, une couche uniquement la nuit et pas pendant la journée parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc quand ton quotidien, en fait, c'est cette lutte permanente, eh bien, tu n'as pas les moyens de faire ce qui est finalement bon pour ton enfant et que d'autres familles ont le temps de faire, c'est-à-dire de jouer avec ton enfant, de lui parler, de le regarder dans les yeux, d'échanger avec lui, de lui raconter des histoires le soir, de pouvoir le stimuler. Tout ce qui va faire que son cerveau, en fait, va pouvoir bien se développer parce qu'effectivement, ton quotidien, c'est de l'attention permanente. Et donc, ces enfants, dès l'âge de 3 ans, ils auront été moins stimulés. Ils vont aussi
malheureusement souvent passer beaucoup de temps devant les écrans parce que voilà, quand on fait beaucoup de choses et qu'on est très occupé, eh bien, on a un peu la solution facile de mettre un enfant devant un écran, et tout ça ne va pas permettre en fait de stimuler intellectuellement l'enfant, va pas lui permettre de développer son vocabulaire, de développer sa capacité de langage, et en fait dès l'âge de 3 ans il va commencer à emporter les stigmates. Et d'ailleurs quand tu parles j'ai eu vraiment beaucoup d'occasions de le faire, à des maîtresses de petites sections de maternelle, elles sont capables de te dire à l'âge de 3 ans que cet élève va avoir des difficultés en fait à l'école, parce qu'il a plus de mal à comprendre les consignes, il a plus de mal à se concentrer, il a plus de mal il maîtrise moins le vocabulaire. Et donc pour cet élève, en fait, à l'âge de 6 ans, lorsqu'il va arriver en CP, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué d'apprendre le français en lecture et en écriture, parce qu'effectivement, il aura souvent en fait un retard de développement cognitif. Et donc, pour cet enfant, il faut mettre beaucoup plus d'énergie pour pouvoir l'accompagner. Et donc, il faut que la maîtresse ou le maître ait plus de temps pour l'accompagner. Or, notre école, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Michel Blanquer avec qui on a eu cette discussion, c'est vraiment une des meilleures pour amener l'élève moyen vers le niveau moyen, mais par contre, elle n'a pas du tout les moyens aujourd'hui d'accompagner en fait l'élève qui est en difficulté, ou d'ailleurs même l'élève qui est surperformant, pour aller jusqu'en haut de son potentiel, ou pour permettre à l'élève qui est en difficulté de s'améliorer. Et donc en fait, cet enfant en CP, eh bien, il va avoir des difficultés en fait d'apprentissage. À la fin de l'année, il va bien moins maîtriser le français en lecture et en écriture que les autres. Comme maintenant on ne redouble plus, il va continuer son parcours à l'école. À partir de la 6e, il va de moins en moins comprendre les consignes. À partir de la 4e, soit on l'oriente vers une voie professionnelle qu'il aura souvent subie, en fait, qu'il ne choisit pas, soit il décroche et on le voit disparaître en fait du système scolaire. Et donc ces jeunes défavorisés, ils vont être souvent en fait sur des voies d'orientation subies, donc pas très motivés, ou bien vont quitter l'école de manière prématurée sans diplôme. Eh bien en fait, on sait que ça en général, ça résulte sur des gros problèmes d'accès à l'emploi, avec des jeunes qui vont être structurellement très éloignés de l'emploi. Et quand tu n'as pas de diplôme et que tu n'as pas d'emploi, eh bien c'est souvent une condamnation à la pauvreté à vie. Donc ce qui est important, c'est que ce déterminisme social, il commence très jeune, il s'accroît pendant toute la scolarité, et ensuite, malheureusement, en fait, il s'installe au moment en fait, de l'entrée dans le marché du travail. Et donc pour lutter contre ce déterminisme social, pour lutter contre ces inégalités, contre cette reproduction des inégalités, il faut d'abord en fait, investir sur la petite enfance. Il faut donner les moyens en fait, de soutenir les parents les plus défavorisés avec des dispositifs de soutien parentaux, des dispositifs de mode de garde accessibles en fait, même pour les parents qui ne travaillent pas, de sorte qu'ils aient finalement des sas pour aller chercher un emploi ou même pour juste respirer et permettre en fait, d'être plus équilibrés dans leur quotidien. Ensuite, il faut investir à l'école pour qu'elle puisse avoir les moyens de mieux accompagner l'élève en difficulté, d'avoir peut-être un accompagnement plus individuel et moins collectif, avec de nouveaux outils. On sait aujourd'hui que les nouvelles technologies nous permettent de le faire. Et puis ensuite, quand ces jeunes, malheureusement, ils ont décroché, qui sortent de l'école sans diplôme, eh bien, il faut faut leur donner leur chance dans le monde professionnel. Il faut permettre aux entreprises, en fait, de pouvoir les accueillir. Et il faut leur permettre à ces jeunes d'acquérir les codes de l'entreprise, et puis il faut faire créer des ponts entre les deux. Donc c'est vraiment ça la mission sociale de Break Poverty, depuis la petite enfance jusqu'à l'accès au premier emploi, eh bien, c'est de créer ces solutions qui vont permettre de mieux accompagner ces jeunes défavorisés. Complètement. Tellement de points que j'aimerais rebondir si tu savais. Le premier, c'est moi je vois déjà, moi je suis papa, j'ai un petit garçon, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 9 ans qui est aujourd'hui en CM1. Et je me suis fait la réflexion justement avec ma femme il n'y a pas très longtemps, il a pas mal de devoirs, quoi. On passe 1 heure et demie de devoirs régulièrement avec lui, quoi. Et l'autre jour, je me faisais la réflexion avec ma femme en disant, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir le temps, parce qu'on est 2 déjà, premièrement, deuxièmement, parce qu'on prend le temps de le faire, qu'on est instruit aussi, on parle français, on sait que pour pouvoir l'accompagner. Je me suis mis à la place de l'enfant qui n'a pas cette chance-là. J'ai envie de dire, c'est quasiment impossible en vrai pour lui de pouvoir progresser et être à la hauteur finalement de ce qu'on va attendre de lui, parce qu'effectivement le niveau moyen en vrai est assez élevé pour ceux qui sont bas, et peut-être un petit peu bas effectivement pour ceux qui ont une capacité d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment
de personnalisation aussi, j'ai l'impression. Alors, je vois que quand même les maîtresses essayent, enfin la maîtresse de mon fils essaye vraiment de personnaliser, mais bon, elle est aussi très limitée dans ses moyens, c'est une évidence, quoi. Bon, moi, ça, c'est le premier rebond. Le deuxième rebond, c'est comme tu sais, nous, on recrute beaucoup de gens chez Cause à Effet. En moyenne, on recrute à peu près 1900 personnes par an. On traite plus de 60 000 candidatures. Donc, on a beaucoup de gens qui postulent. Et on a beaucoup de gens, justement, qui, nous, on prône justement le recrutement sans CV, le recrutement sans qualification. On est vraiment uniquement basé sur les soft skills. Donc, ton dynamisme, et on a quand même beaucoup de personnes justement sans diplôme qui postulent chez nous, et tant mieux. Mais malgré tout, on voit, on forme beaucoup. Et même en formant beaucoup, on a besoin simplement de quelques soft skills. Et même ces soft skills-là, il y a des personnes qui ne l'ont pas, alors que c'est des soft skills relativement simples, entre guillemets. Et rien que déjà dans la capacité d'élocution, on voit vraiment des grosses disparités dans les gens qui postulent. Enfin, si un jour tu t'ennuies, je t'inviterai à venir à notre service pré-recrutement qui récolte tous les appels des gens et ouais, on voit qu'il y a des vraies difficultés de langage pour certains. Très grosses difficultés où on se demande d'ailleurs, enfin moi c'est la réflexion que je me dis, c'est quelle entreprise va pouvoir finalement les prendre, malheureusement. C'est une réalité. En plus, là, aujourd'hui, même en apprentissage, les aides dans l'apprentissage, aujourd'hui, ont été quand même en partie coupées. Donc, même quand on veut prendre des apprentis, aujourd'hui, ça coûte quand même relativement cher. Donc, il y a toute une politique, effectivement, à remettre en œuvre là-dessus, quoi. Ouais, complètement d'accord. Enfin, ce sont des enjeux qui sont absolument essentiels, mais d'où l'intérêt d'agir très jeune pour éviter, en fait, ces retards ou ces difficultés de vocabulaire, ces difficultés d'apprentissage. Donc, c'est Ekman, un prix Nobel d'économie, qui a dit que tout ce que tu faisais entre 0 et 7 ans était 70% plus rentable en fait que tout ce que tu feras après. Donc c'est hyper important d'investir très jeune. Mais après, c'est génial d'avoir des entreprises telles que les tiennes en fait qui effectivement font fi du parcours du jeune et vont en fait leur donner leur chance malgré les lacunes liées à leur parcours, sans les juger sur leur profil ou sur leur origine sociale, pour pouvoir en fait leur donner une chance et leur permettre en fait de réaliser un métier qui est un métier hyper intéressant et sur lequel il y a en plus des possibilités d'évolution. Et je pense que tu incarnes ça aussi très bien, c'est qu'aujourd'hui, ces parcours-là sont des parcours où tu peux rentrer par la porte de recruteur, de donateur, mais après, tu es responsable d'équipe, après, tu peux diriger plusieurs équipes. Donc, il y a des possibilités d'évolution. Et en fait, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'entreprises comme ça qui puissent accompagner ces jeunes et leur donner une chance, en fait. Mais malheureusement, le marché de l'emploi, aujourd'hui, est assez peu insérant et particulièrement compliqué pour ces jeunes-là. Alors, sachant que c'est vraiment un secteur d'activité, le secteur de la collecte de fonds face à face, qui vraiment est un vrai ascenseur social à tous les niveaux. Et là, pour le coup, on est assez fiers de ça. Enfin, j'en suis peut-être une forme d'incarnation. Moi, j'ai grandi aussi en banlieue parisienne. J'ai commencé recruteur-donateur. Et puis, aujourd'hui, je dirige une entreprise de 250 salariés. Comme quoi, c'est possible aussi, complètement. On va passer à la suite. Okay. C'est très simple. Tu vas voir, j'ai 2 tas de cartes. Okay. Donc, un tas de cartes avec des personnalités et un tas de cartes avec des citations. Okay. Qu'est-ce que tu choisis déjà pour commencer ? Personnalité ou citation ? Allez, personnalité. Les personnalités. Donc on va aller sur les rouges. Donc je vais mélanger un peu parce que je te les ai montrés tout à l'heure et je veux pas que tu... Et je vais te demander de tirer une carte. Et tu es tombé sur... Tu es tombé sur... Donald Trump. Pas mal. C'est rude. J'ai une parole libre. T'as une parole complètement libre. Et je suis censé dire quoi en fait ? Est-ce que ça m'inspire ou pas ? Parce que t'inspires évidemment. Et puis bon, il y a une grosse actualité quand même. Il y a une très grosse actualité, une grosse bombe qui a été lâchée au début de son mandat. En fait, franchement, je pense qu'il y aura un avant et un après Donald Trump, surtout sur sa dernière élection. Et je pense qu'il a fait un mal considérable en fait, à l'ensemble du monde associatif. En fait, aujourd'hui, les associations de solidarité internationale ont dû couper leur budget, fermer des missions. Je connais le cas d'Action contre la faim, mais c'est le cas de la plupart des associations de solidarité internationale. Il y a Solidarité aussi, là, qui est très très impactée aussi, effectivement. Exactement. Le handicap international est impacté. Exactement, parce que Donald Trump a fermé le département USAID qui finançait des gros programmes de solidarité internationale. Et donc concrètement, ça veut dire en fait des missions entières qui ferment. J'ai eu l'occasion en fait, d'échanger avec la chef de mission de l'Afghanistan d'Action contre la faim. Elle devait licencier 300 personnes. Donc, et le problème, c'est que derrière, indépendamment même de la décision et de l'impact que ça a sur USAID, c'est que ça entraîne en fait, et moi ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même
un vrai courant de démobilisation vers l'international et puis un enfermement en fait de chacun vers ses frontières. C'est-à-dire qu'on voit que l'aide publique au développement en fait, diminue dans un grand nombre de pays, que les sujets de solidarité internationale sont de moins en moins privilégiés. Indépendamment de ça, les enjeux sociaux, environnementaux de la planète en fait deviennent moins d'actualité. Et franchement, je suis très inquiète sur la conjoncture que cela crée. On voit en parallèle des extrémismes qui montent. Donc là, je pense parler au nom du monde associatif dans sa globalité. Petit 1, on va avoir en fait un grand nombre de fermetures d'associations qui vont plus pouvoir faire face en fait à l'ampleur des besoins avec des ressources qui diminuent. Et puis 2, politiquement, d'un point de vue en fait atteinte à notre démocratie, on peut être que préoccupé parce que finalement aujourd'hui, on voit des gens qui se referment sur eux-mêmes, qui font monter des extrêmes et tout ça va à l'encontre en fait des intérêts des plus pauvres. Donc c'est pas du tout mon meilleur ami là. Je pense qu'il incarne un peu l'horreur qu'on ne voudrait pas voir trop se répandre. Surtout moi je trouve en plus ça va être complètement antinomique parce que quand tu couples l'aide au développement, ça génère quoi en général? C'est des déplacements de population. Quand quelqu'un est pauvre, il a plus à manger, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment ou l'autre, il va bouger. Tout sauf une bonne solution en fait, parce que ça augmente la pression sur les ressources en fait à l'échelle locale, ça augmente les augmentations, les mouvements de population. Donc ça va effectivement faire en sorte que on va concentrer sur les pays les plus riches en fait des besoins encore plus énormes, avec des structures qui sont incapables d'y répondre, des enjeux du coup de démocratie ou des tensions potentielles en fait à l'intérieur de ces pays. Donc au-delà d'être une décision politiquement insupportable, c'est surtout une belle connerie, quoi. Donc c'est tout clair. Sauf un investissement d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir en fait pour l'accès à l'eau pour tous, pour l'accès à l'alimentation pour tous, investir dans nos démocraties et pour soutenir la démocratie partout dans le monde, c'est d'abord un investissement d'avenir. Et c'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux pour protéger nos propres populations aujourd'hui. Et donc, je pense qu'effectivement, ce courant Make America Great Again, c'est pas du tout, en fait, en se coupant du reste du monde qu'on arrivera à le faire. C'est même l'inverse. Complètement. Ok, super. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question aussi un peu générale, mais est-ce que je voulais juste revenir sur un événement de ta carrière, un événement très marquant de ta carrière dans le domaine associatif. Est-ce que tu en as un qui te saute à l'esprit quand je te pose cette question? Très marquant. Un truc vraiment où tu te dis... Il y a un truc qui a marqué en fait ma vie et ma carrière dans l'humanitaire, mais ça date de mon engagement chez Action contre la faim. C'est août 2006, Justice for Moutour. C'est donc 17 de nos collaborateurs chez Action contre la faim qui ont été assassinés d'une balle dans la tête. Ils ont été retrouvés en fait alignés dans la cour du bureau d'Action contre la faim. Donc à Moutour, des équipes qui étaient extrêmement engagées, notamment juste après le tsunami, pour pouvoir en fait apporter aux populations sri-lankaises ce dont elles avaient besoin, mais qui ont été tuées simplement parce qu'elles représentaient en fait une partie de la population qui était opposée au gouvernement alors en place. Et des personnes que je connaissais parce que je les avais vues en fait en visitant nos programmes au Sri Lanka, mais surtout en fait c'est l'horreur de payer de sa vie son engagement pour pouvoir sauver les autres et le tout en fait avec une brutalité inimaginable. Ils ont été alignés les uns à côté des autres et assassinés les uns après les autres. Donc on imagine l'horreur en fait de ça et à partir de là, en fait, on a démarré avec Action contre la faim un grand mouvement en fait, de mobilisation, de plaidoyer pour pouvoir soutenir et sauver les humanitaires. Et il y a encore un travail énorme à faire. Il y a 15 jours, un salarié d'ACF s'est fait assassiner, est mort à Gaza. Donc aujourd'hui, alors que ces gens en fait, donnent leur vie pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir soutenir ceux qui en ont besoin, eh bien, quelquefois, ils payent en fait cet engagement de leur propre vie et ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie. Donc quand tu vois ça, quand tu subis ça, en fait, ça peut que te rendre modeste par rapport à ton propre engagement et en même temps te dire que
on a besoin de gens comme eux et on a besoin en fait de beaucoup d'associations et d'organisations en fait pour pouvoir faire en sorte qu'on subisse plus ce genre de choses. Quoi. Et est-ce que tu sens, je sais pas, moi je sais que quand j'avais commencé ma carrière de recruteur donateur, on parlait, c'était juste après mon tour, enfin même c'était pendant mon tour, on parlait un petit peu de protection humanitaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait justement ce statut humanitaire sur les terrains d'opération, on avait une forme de protection. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a plein d'exemples en fait qui montrent que le statut d'humanitaire ne protège plus et que les humanitaires quelquefois sont même pris pour cible par les belligérants. Donc non, en fait, et d'ailleurs c'est un combat en fait des associations de solidarité internationale, c'est qu'aujourd'hui en fait c'est d'abord, c'est contre les règles du droit international et les humanitaires devraient être les premiers à être protégés, mais malheureusement en fait c'est plus le cas et aujourd'hui même quand tu es humanitaire, tu n'es pas forcément protégé, tu peux être la victime en fait d'un conflit. Complètement. J'ai une question à te poser. On est dans le podcast qui donne la parole aux engagés. Tu es une engagée. Pour toi, qu'est-ce que c'est concrètement que l'engagement ? D'où ça vient et comment ça se représente ? Pas facile comme question, on est d'accord. Ouais. En fait, d'abord, l'engagement, c'est ma motivation au quotidien. C'est d'abord, je pense, qui me permet de me lever chaque matin et qui me motive pour pouvoir espérer ou contribuer à bâtir un avenir meilleur. L'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis de nos donateurs, de pouvoir en fait affecter leur contribution à des programmes qui vont permettre de changer la donne pour des jeunes défavorisés. L'engagement, c'est l'engagement que l'on prend vis-à-vis des pouvoirs publics, à leur dire que ces solutions qu'on a expérimentées et dont on a mesuré l'impact, ce sont probablement les solutions les meilleures pour pouvoir en fait sortir ces jeunes de la pauvreté. L'engagement, c'est l'engagement que j'ai vis-à-vis de mes équipes au quotidien, de pouvoir leur apporter un maximum de ressources, un maximum de moyens pour pouvoir leur permettre en fait contribuer à notre mission sociale et surtout de s'épanouir dans leur métier au quotidien. Je pense qu'il n'y a pas un engagement, il y a plein de formes d'engagement et mon engagement personnel à moi, c'est celui de me dire que je vais essayer de donner de mon temps, de ma vie, de mes convictions, pour pouvoir bâtir quelque chose en fait qui sera meilleur pour nos enfants. Et c'est vraiment ça auquel je crois. Je pense que c'est l'engagement vis-à-vis de mes enfants finalement, essentiellement, que de leur dire qu'on peut construire quelque chose de meilleur si on s'en donne les moyens et j'espère qu'ils seront fiers de cet engagement. C'est sûr. Moi, j'ai plaisir à dire, de mon côté, moi, je me souviens, j'étais un petit enfant un peu révolté. Et pareil, l'engagement que je me donne tous les matins, j'ai l'impression de parler à ce petit enfant qui, à l'époque, disait « Ils font quoi les grands, quoi ?» Et là, aujourd'hui, quand tu te sens grand, tu te dis « Là, maintenant, je peux avoir un impact sur mon monde. Vas-y, il n'y a pas un matin où je me lève, où je me dis ouais, aujourd'hui, je vais pas avoir d'impact, quoi. Mais tous les matins, je me lève, je suis plaisir de me lever, même des fois très tôt, parce que justement, je sens cet impact-là. Donc, voilà. Et bien voilà. On parle à nos enfants, à l'enfant qu'on était, finalement. Exactement. Nos enfants, en fait, construisent, et l'enfant qu'on était construisent finalement ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ce qu'on est en train d'être aujourd'hui. Écoute, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Avant ça, déjà, je voulais revenir sur le métier de recruteur donateur. Déjà, j'ai envie de te poser cette question que je pose à tous mes invités. Mais est-ce que tu as déjà croisé un recruteur donateur et surtout, est-ce que tu t'es déjà arrêté ? Je connais déjà la réponse. Ah oui, non seulement j'en ai croisé beaucoup, je me suis arrêtée très souvent et je l'ai fait moi-même. Oui, complètement. Donc, je pense que, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, ce métier-là, c'est la vitrine de notre organisation. Et je ne vais pas la réduire qu'à ça, mais je le dis à chaque fois que j'accueille des équipes de recruteurs, de donateurs dans notre organisation. Elles ne sont pas forcément salariées de Break Poverty, mais elles portent nos couleurs, elles portent notre engagement, elles portent notre mission sociale, elles portent nos valeurs et notre combat. Et donc ce sont des équipes de Break Poverty à ce titre-là. Et pour moi, en fait, c'est important de les accompagner, de les soutenir, de les valoriser, de les remercier à chaque fois qu'elles font ce métier, parce qu'elles le font dans des conditions
compliqué. Moi, quand je vais au bureau chez Break Poverty, je suis dans un bureau au chaud. Elle, quelquefois, ses équipes, en fait, ses recruteurs, ses recruteuses sont sous la pluie, sous la neige. Sous le soleil, qui est sous le soleil, parce que quand il fait très chaud, c'est hyper dur. C'est presque plus difficile, effectivement. À essayer de convaincre des gens, d'abord de s'arrêter, ce qui n'est pas toujours évident, dans les rushs de nos vies quotidiennes, mais ensuite, en fait, de les convaincre de nous soutenir. De faire un truc qui était inimaginable d'ailleurs il y a 20 ans. Il y a 20 ans, franchement, on te demandait dans la rue de sortir ton RIB et de donner ton RIB à un étranger pour soutenir une association. Je pense que les gens nous auraient ri au nez. Aujourd'hui, c'est devenu, grâce à des agences comme la tienne, en fait, quelque chose de naturel et de plus spontané. Et maintenant, les gens savent que c'est une forme de don qui est hyper utile parce qu'elle s'inscrit dans la durée. Mais c'est vrai que ce métier, il n'est pas facile. Il faut être hyper convaincant, il faut être tenace, il faut être capable effectivement de vulgariser hyper rapidement la mission d'une association, celle dont on porte les couleurs. Et franchement, c'est vrai que ce métier-là, il mérite d'être salué. Et des associations qui sont soutenues en fait comme la mienne en fait, méritent d'être à tes côtés en fait pour pouvoir en fait t'accompagner dans ce métier. Franchement, bravo d'avoir développé une telle activité au profit de nos organisations. Merci. Alors c'est pas de repos tous les jours, mais effectivement. Et le dernière question que je voulais te poser, c'est pas une question, mais est-ce que tu as un petit mot pour nos recruteurs donateurs justement qui se lèvent tous les matins pour aller défendre les couleurs des associations ? Le mot le plus simple, c'est merci. Merci parce que vous contribuez à construire un monde meilleur. Vous contribuez en fait à permettre à des jeunes défavorisés de briller un meilleur avenir. Vous permettez en fait de combattre les maladies les plus orphelines en fait grâce à la recherche. Vous permettez en fait de croire en un monde meilleur d'un point de vue environnemental parce que vous soutenez des grandes associations environnementales. Vous êtes vraiment sur les missions les plus essentielles de notre quotidien, celles qui nous permettront de croire en fait que l'avenir est meilleur et vous portez cet engagement chaque jour avec beaucoup de conviction. Donc franchement, vous méritez un immense merci. Parfait. Merci beaucoup Valérie, arrive à la fin de ce podcast. Merci en tout cas de ton temps et puis écoute, bonne continuation avec Break Poverty. Puis de toute façon, on se recroise très prochainement. Toujours, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julien. À bientôt Valérie.